Alors là, nous sommes dans les hauts de Neuchâtel en compagnie de Thomas Wroblewski, une personnalité neuchâteloise dont on entend parler depuis plusieurs mois parce que c'est une des personnes qui réfléchit sur la question de la démocratie directe et de comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. C'est le porte-parole de ce qu'on appelle le vote blanc, dont on parle pas mal dans les médias neuchâtelois en ce moment, et il s'était présenté également comme candidat du vote blanc avec un résultat tout à fait honorable l'automne dernier. On se rejoint sur pas mal de points. C'est vrai qu'on est des gens qui réfléchissant sur la démocratie directe. On pense qu'on devrait pouvoir l'améliorer, la rendre meilleure dans un cadre qui, en Suisse plus qu'ailleurs, lui est quand même passablement favorable. Thomas Wroblewski est assez proche aussi des recherches d'Étienne Chouard. Il l'a d'ailleurs invité il y a quelques mois à Lausanne pour venir s'exprimer sur la question. Donc on est un petit peu compagnon d'armes sur ce sujet-là, mais il y a quand même certaines divergences et j'ai entendu plusieurs fois sur Internet ou dans les médias Thomas s'exprimer sur la démocratie suisse, donc le modèle helvétique de la démocratie directe en lui taillant un costard pour l'hiver, ce qui me dérange un petit peu et j'aimerais bien savoir ce que tu reproches à notre démocratie qui est quand même un petit peu, à mon avis, la meilleure entre toutes. Je lui reproche de ne pas être une démocratie tout simplement en fait. C'est un système qui a beaucoup de qualités, le système suisse, mais pas celui d'être une démocratie. En ce sens que plus de 95% des décisions sont parlementaires. Les parlementaires sont élus parmi une liste de candidats et dans laquelle le peuple choisit les meilleurs. Les meilleurs, ça se dit Aristos. Donc le système suisse est aristocratique bien avant d'être démocratique. En sachant que sur les 4-5% de décisions restantes qui sont des initiatives populaires, la plupart de ces initiatives dites populaires citoyennes, elles sont faites par des partis politiques. Oui, mais quand tu dis les meilleurs, bah oui, on élit les meilleurs tout simplement parce qu'il y a une élection en quelque sorte au mérite. Les gens qui accumulent le plus de suffrages de la part de leurs concitoyens sont élus, mais quand on parle d'aristocratie au sens d'Aristote, le problème des systèmes aristocratiques, c'est qu'en réalité il s'agissait rarement des meilleurs au niveau du mérite et des talents politiques, mais plutôt des meilleurs au niveau des privilèges de la fortune et de la naissance. Si à l'intérieur d'un système où chacun peut participer, on porte au pouvoir les gens les plus compétents, en quoi est-ce problématique? Le problème, c'est qu'on ne choisit pas les gens les plus compétents pour faire de la politique, mais les plus compétents pour faire une campagne électorale. Ce sont les meilleurs orateurs qui sont élus. Donc, la technique du suffrage universel, comme on l'applique aujourd'hui pour choisir les meilleurs, je ne la trouve pas meilleure que celle qu'il y avait en monarchie. On choisissait les meilleurs par le sang, par exemple. C'est toujours le même problème, en fait. Ouais. Ce ne sont pas vraiment les meilleurs qui dirigent, mais au sens, enfin, je veux dire objectivement, quoi. Ce sont ceux qui ont la meilleure photo, le meilleur slogan oui. Et le plus d'argent, ceux qui passent le plus à la télé. Mais ça ne remet pas en cause la démocratie directe, ça remet plutôt en cause la propagande et la communication des partis. Alors de là, on peut critiquer effectivement, par exemple, l'inégalité des moyens financiers mis à la disposition des uns et des autres, les mensonges, la communication, mais ça ne touche pas au cœur du problème démocratique, ça touche uniquement à un problème de simple propagande. Ben pour moi, ça touche au cœur du problème démocratique. C'est pas démocratique que de choisir les meilleurs, peu importe comment on choisit les meilleurs. Que ce soit par les moyens de l'argent, les moyens de l'oration, de la télévision. C'est pas, en démocratie, ce ne sont pas les meilleurs qui dirigent. C'est meilleur Aristos, quoi. Oui, mais est-ce que les fonctions publiques ne nécessitent pas, chacune d'entre elles, certaines compétences spécifiques? Dans certains cas, oui. Mais la politique, c'est une affaire économique, par exemple. Je veux bien qu'on choisisse les meilleurs. Sur les affaires militaires, je veux bien qu'on choisisse les meilleurs. Mais la politique qui concerne les affaires de tout le monde, ça va des petits projets communaux aux gros projets fédéraux, ça doit être une affaire d'amateur pour moi. Il faut que ça tourne, en fait. Il faut que le pouvoir tourne. Ce système de division en deux, c'est assez proche de celui de l'essayiste belge David Van Rebroek, qui dans son livre Contre les élections veut réformer le système en gardant une partie élective pour certaines compétences spécifiques. Il parlait notamment des questions de défense militaire et autres, et une partie plus civique, plus citoyenne, plus populaire pour de la gestion ordinaire au niveau des communes et autres. Ouais, c'est exact, c'est à peu près ça. Bon, je connais pas très bien David. J'avais essayé de l'appeler une fois pour qu'il vienne faire une conférence, mais il avait refusé. Mais ça se rapproche de ça, oui. Je ne rejette pas intégralement l'élection au suffrage universel. C'est juste un outil qui sert à élire les meilleurs, mais je ne crois pas qu'on ait besoin des meilleurs pour les questions politiques. Militaires, économiques, santé, tout ce que vous voulez. Oui, mais politique, non, c'est une autre question. Ça, pour moi, ça doit appartenir au peuple et donc aux amateurs, quoi. Alors, quelle est la compétence exacte qu'on demande alors? De s'intéresser aux affaires de la cité.
tout simplement, en tant qu'amateur, quoi. Genre, moi, voilà, en tant que citoyen, que pense le marchand de kiosque, que pense le chômeur, que pense l'avocat, que pense le médecin, par exemple, typiquement, la taxe au sac, quoi. Hmm. C'est clairement une affaire d'amateur, ça, pour moi. C'est clairement une affaire politique. Ça concerne tout le monde, en tout cas, ouais, ça Ouais, c'est ça clair. concerne tout le monde, ça ne veut pas être des professionnels à décider ça, quoi. Et on le voit bien, bon, les poubelles publiques sont pleines, on parle même de les enlever maintenant, ça marche pas terriblement bien, quoi, enfin, à mon sens. Mais il y a les compétences qu'on peut demander à un amateur de la politique, c'est typiquement ce que fait Étienne Chouard en France, l'éducation populaire, où on fait des ateliers démocratiques, on dit, voilà, prenez un article de la Constitution, on le change, on le modifie, on en parle, on en discute. Ce qu'on fait là, typiquement, c'est juste le fait de s'intéresser, quoi. Parce que les systèmes de tirage au sort qui ont existé dans l'histoire, il y en a eu de nombreux, hein, depuis Athènes jusqu'à Florence, Venise. À partir du moment où elles piochaient dans une liste de citoyens, en plus tout le monde n'était pas forcément citoyen, c'est notre problème, il ne s'agissait pas de volontaires, mais de gens dont finalement la seule chose qui les rendait aptes à cet engagement, c'était le fait d'être citoyen, c'est-à-dire d'être adulte, bien souvent homme dans certaines de ces sociétés, et d'être apte aux droits civiques. Donc ça veut dire que c'est une réquisition, par exemple sur le modèle militaire ou fiscal, donc il ne s'agit pas de volontaires. Non, c'est un devoir civique, en tout cas à mon sens. Être, tout comme on est convoqué pour aller à l'armée, convoqué pour aller à la protection civile, convoqué pour aller faire du dépouillement, à l'époque convoqué pour être jury dans un tribunal. C'est juste. On est convoqué pour écrire les lois, quoi. C'est vrai. Les lois qui seront votées par le peuple dans son ensemble ensuite. Je note que ça déborde un petit peu le système suisse, mais ça suit quand même la même logique, parce que c'est vrai que dans de nombreux cantons, il y en a malheureusement qui ont disparu encore récemment, notamment à Genève, il y avait ce système des jurys populaires. On a toujours au niveau fédéral le système de la défense militaire populaire à travers le système de milice. La politique parlementaire est entre guillemets populaire dans la mesure où les élus... c'est une milice, mais elle n'est pas populaire. Non, elle est très perfectible. Mais ce que je veux dire, ouais, au moins une milice c'est mieux que rien. Il y a des pays où c'est pas le cas. Il y a la question financière, ça reste tabou parce que je pense pas que c'est demain la veille qu'on aura une finance populaire. Mais tout ça répond à la même logique parce qu'on a tendance à parler de la démocratie comme le simple fait d'élire. Alors non seulement on voit que ça ne se limite pas à l'élection, mais que la démocratie c'est pas simplement la prise de décision politique, mais c'est la gestion des affaires de l'État, que ce soit au niveau économique, militaire, juridique. J'ai beaucoup réfléchi sur savoir comment on peut définir clairement une vraie démocratie. Et je crois que peu importe la manière dont on institue ça, ça peut dépendre beaucoup des cultures, des ethnies, des endroits où on se trouve. Je crois simplement qu'une vraie démocratie est un système où il y a un contre-pouvoir populaire pour chaque pouvoir. Je crois que ça s'arrête à là. Il n'y a pas besoin de. Après, la manière on pratique, comment on institue ça, on peut procéder du tirage au sort, on peut des référendums révocatoires. Il faut mettre des contre-pouvoirs. Le vote blanc, typiquement, c'est un contre-pouvoir de l'élection. L'élection est un pouvoir pour les personnes qui sont candidates, qui vont être élues, et le vote blanc est le contre-pouvoir populaire. Oui, mais un ultra-démocrate pourrait te dire que la démocratie n'a pas à être un contre-pouvoir, mais à être le pouvoir lui-même. La démocratie est un système qui permet de gérer les pouvoirs. À partir du moment où on met un contre-pouvoir pour chaque pouvoir, comme je décris la démocratie n'est pas le pouvoir, mais elle le gère. D'accord. Ouais. La politique, c'est un pouvoir qu'il faut gérer avec un système démocratique. Moi, ce qui me dérange, c'est que dans certaines de tes apparitions médiatiques ou également sur les réseaux sociaux, tu t'en prends de manière assez provocatrice à la démocratie suisse. Moi, j'ai vu que, par exemple, tu as fait circuler un de ces fameux détournements du comics Superman, où Superman est en train de taper sur la gueule d'un mec qui a osé dire que la Suisse était une démocratie. Moi, je pense qu'elle l'est. Voilà. Même si, sur le plan complètement philosophique, parce que je sais que ton problème c'est la définition de démocratie, tout le monde a ce mot à la bouche et puis on ne parle pas de la même chose. Là, je te suis, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt, si j'étais français je dirais pas ça, mais en tant que Suisse, est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler sur cette base pour au moins ne pas la perdre, à défaut de l'améliorer? Oui, et c'est précisément ce que je fais avec le vote blanc, où j'utilise l'élection pour la remettre en question. Je détourne le système tel qu'il est, je le prends tel qu'il est, je regarde les failles qu'il a, et je l'utilise tel qu'il est pour le remettre en question avec le vote blanc. J'utilise mon éligibilité en fait. C'est un droit de notre système, et je reconnais beaucoup de qualités au système suisse.
Et lorsque je dis que ce n'est pas une démocratie, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire rêver pour autant, en ce sens que c'est peut-être le seul système au monde qui peut devenir une vraie démocratie légalement. D'accord, qui aurait les bases pour le devenir. Hein. C'est ça, parce que voilà, on a une aristocratie oligarchique, parlementaire, plutocratique, tout ce qu'on veut, mais c'est pas démocratique pour moi. Mais dans ce système aristocratique, le peuple a plus de pouvoir qu'ailleurs, effectivement, par une éligibilité assez accessible, l'armée de milice. C'est-à-dire qu'un gouvernement va y réfléchir à deux fois avant de s'en prendre à un peuple qui est armé. Oui, c'est vrai. Ouais. Au niveau des acquis sociaux, tout ça. Le meilleur contre-pouvoir qu'on a à l'heure actuelle, c'est quand même le fusil dans la cave. Bon, je suis un pacifiste, j'entends, mais ça dissuade. Bien sûr. Il y a ce que je fais maintenant, le vote blanc. C'est le système tel qu'il est qui nous permet de faire ça, en fait. Donc je crache pas dans la soupe, je dis la Suisse n'est pas une démocratie. Mais je reconnais ses qualités, à ce système. D'accord. Non, mais c'est pas faux. Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand tu t'exprimes à l'étranger, par exemple en France, face à des gens comme Étienne Chouard, qui a une curiosité plutôt sympathique pour la Suisse, le fait de... Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, dans les pays de l'Union européenne, notamment ceux qui parlent une de nos langues nationales, ont souvent les yeux tournés vers nous ou vers nos médias pour voir qu'est-ce qui se passe, quel est le prochain référendum, l'initiative. Parce que malgré tous nos défauts, on arrive quand même un petit peu à damer le pion de nos élites qui veulent nous imposer contre notre gré des choses dont nous ne voulons pas. Et le fait d'avoir un émissaire suisse qui vient leur dire « Non, c'est pas du tout ce que vous pensez, en fait, on est aussi aliénés que nous », ça peut paraître non pas comme un message d'espoir, mais comme un message pessimiste. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de désespérer dans notre cas. Oui, non, je crois que c'est... s'ils veulent faire un système aristocratique et oligarchique dans lequel le peuple a un peu de pouvoir, alors oui, qu'ils s'inspirent de la Suisse, c'est clair, qu'ils seront mieux lotis que chez eux. Est-ce que c'est pas un premier pas du point de vue pragmatique, hein? Je sais pas, tout ce que je dis, c'est que s'inspirer de la Suisse pour faire une vraie démocratie, c'est un piège dialectique. On n'arrivera pas à une vraie démocratie avec un système suisse. Or, ce que vise Chouard, c'est une vraie démocratie. Ah oui, très bien. Mais ouais. Donc je dis, il ne faut pas s'inspirer parce qu'on a un système parlementaire, comme en France, à ce niveau-là. Alors à ce jeu-là, tu pourrais dire à Chouard ou à d'autres, arrêtez d'étudier l'Athènes démocratique parce que les femmes, les métèques et les esclaves n'avaient pas le droit de vote, donc on n'en tirera rien de cette source. Ouais, c'est-à-dire que parmi les citoyens athéniens, c'était beaucoup plus démocratique que la Suisse, ça c'est clair. Hein. Il fallait du temps pour faire de la politique, donc il y avait des esclaves. Aujourd'hui, on n'a pas d'esclaves, on a des machines. Finalement, l'Athènes n'est pas un modèle, comme disait Castoriadis, mais c'est un germe. Enfin, moi, je suis très attaché au modèle athénien, mais je pourrais te répondre en mauvaise foi que la Suisse est supérieure à l'Athènes antique parce que, par exemple, les femmes ont le droit de vote. La Suisse est supérieure à l'Athènes antique parce que les femmes ont le droit de vote. Ce qui n'était pas le cas sous Clisthène ou Périclès. Hein. Je pense pas que ce soit... J'ai de la peine à faire le jugement de valeur. C'est complètement anachronique et politiquement orienté ce que je te dis, mais quand on dit que la Suisse est imparfaite parce qu'elle n'a pas complètement assimilé les mécanismes d'une vraie démocratie, on peut faire le reproche au meilleur des systèmes démocratiques de l'histoire, y compris Athènes. Pour d'autres raisons, mais... Bien sûr, mais c'est pas une panacée le système athénien. Comme je dis, c'est pas un modèle, c'est un germe. Je pense que la Suisse est un germe aussi. Pas démocratique parce comme je dis, c'est un 96% parlementaire. Bon, c'est vrai que... Alors c'est le germe d'un meilleur système que ce qu'on a ailleurs en Europe, c'est clair, mais c'est pas celui d'une démocratie. Là où je te donne raison, c'est que de toute façon, la préalable à toute réflexion sur une démocratie nationale dans un État, c'est qu'est-ce que l'État, et c'est-à-dire qu'est-ce que le corps civique, qu'est-ce que les citoyens. Après, une fois qu'on a dit les citoyens sont cette catégorie-là de personnes, on peut construire une catégorie. Mais tant qu'on ne l'a pas définie, évidemment, il y aura toujours des exclus et des privilégiés. Ouais, donc pour moi, le citoyen, que ce soit clair, c'est celui qui écrit et qui vote ses lois, c'est pas celui qui élit ses représentants. D'accord, mais au niveau civique, c'est qui? C'est l'adulte? C'est l'homme? C'est le propriétaire? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a eu des époques, le suffrage censitaire, où c'était celui qui avait un certain... En Suisse, ce sont tous ceux qui ont le papier suisse. Alors là, déjà, ça veut dire que ce système, quelque part, les bases sont déjà là. On a déjà hommes et femmes de plus de 18 ans ayant la nationalité, ou même dans certains cantons ayant simplement un certain type de permis de séjour. Voilà, il suffit de tous ces électeurs il suffit de transformer les électeurs en citoyens, en fait. Tout. Ils sont déjà là, bah oui, forcément, le peuple est déjà là. Parce que, disons que le problème, mais c'est pas du tout réductoire, le problème c'est qu'en général, ce genre de réforme bénéfique arrive dans les moments de paix où tout d'un coup, justement, la nation peut se reposer, faire une introspection, méditer sur elle-même et s'améliorer.
on a beau être dans une période de paix sur le plan militaire, malheureusement, on est dans une période de guerre géopolitique avec un gros voisin qui nous veut pas beaucoup de bien, qui est l'Union européenne. Et les critiques de la démocratie suisse, qu'elles viennent du haut, du côté technocratique, oligarchique, aristocratique, ou du bas, du côté ultra-démocratique, anarchique, ou tout ce qu'on veut, sans porter de jugement de valeur, risquent d'affaiblir ce système, et ceux qui tireront les marrons du feu en cas de crise, ce n'est pas les gens comme toi, c'est plutôt les commissaires de Bruxelles. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que si le peuple prend le pouvoir en Suisse, Bruxelles ne pourra plus faire son lobbying, parce que faire du lobbying sur quelques parlementaires à Berne, c'est une chose, mais sur 7 millions de personnes, c'est autre chose. Donc, oui. donc si l'électeur suisse devient un citoyen au sens où je l'entends, ben non, Bruxelles ne peut plus venir faire ses magouilles comme ils le font actuellement, quoi. Parce que c'est un problème qui est lié en fait au temps moderne et à la mondialisation. On reproche à certains pays, je pense à certains pays néo-socialistes comme le Venezuela ou d'autres pays d'Amérique latine, on leur reproche de ne pas faire certaines réformes, notamment au niveau de la démocratie et autres. Et quand on leur reproche ça, on omet le fait que chaque brèche ouverte dans cette carapace-là, c'est une brèche dans laquelle va s'infiltrer non pas une opposition nationale légitime, mais un ennemi, les États-Unis dans leur cas par exemple, et que finalement, dans un monde mondialisé, avec un système à base d'ultra-communication et d'espionnage de masse, parce qu'on est quand même dans une nouvelle guerre froide, le problème c'est qu'on ne peut même pas se mettre en tant que compatriotes autour d'une table sans qu'il y ait un agent... un agent de subversion étranger qui vienne tirer ça à son profit. Moi je pense que les Suisses devraient pouvoir, à travers les classes, à travers les régions, discuter de la démocratie, mais est-ce que finalement il n'y a pas un agent de Barroso derrière qui va en profiter pour nous affaiblir alors qu'on est déjà en proie à des attaques extrêmement violentes? Un Barroso qui va nous affaiblir. C'est-à-dire, Barroso et ces gens ne rêvent que d'une chose, c'est de nous voir contester nous-mêmes notre démocratie, pour pouvoir nous abattre. Bah, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ce qui se passe effectivement, où on dit voilà, il faut augmenter le nombre de signatures nécessaires pour l'initiative populaire. Ouais. On dit parce que le peuple il fait des mauvaises initiatives, puisqu'il qui se passe c'est que 99% des initiatives populaires, deviennent des partis politiques. Donc effectivement, ce serait cette espèce de retournement. On va essayer il y a le même problème avec l'armée, où on va essayer de dégoûter les Suisses de l'armée, avec par exemple le groupe Suisse sans armée, où on fait des fausses votations de Gripen, où vraiment on va, puis j'entends quoi. On est d'accord, ces gens-là ne sont pas vraiment des démocrates. Le GSSA, ils sont plutôt dans le non, du côté des oligarques. C'est clair, parce que bon, moi j'aime beaucoup l'exemple de l'armée suisse, parce que c'est vraiment un contre-pouvoir très efficace, et je crois qu'aujourd'hui c'est le dernier rempart qui fait qu'on a encore des pouvoirs dans ce pays. Tu crois que la menace de la révolution armée peut peser sur le... Oui, je crois que ça leur fait très peur, ouais. Et ils se souviennent tous de Zug. Ouais. Les mecs qui pètent un plomb en Suisse quand il est armé, ben voilà. Mais ça, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution, c'est un fait divers. C'est un fait divers qui vient souligner, on le voit plus récemment, sur les pressions qui sont faites à l'aide sociale, à Tavannes par exemple, où il y a un homme qui a surgi dans des bureaux d'aide sociale puis qui a tiré au fusil de chasse. Ou dernièrement un citoyen qui a séquestré un maire et puis un conseiller communal. Dans le Jura, j'entends ça chauffe quoi. Et qu'est-ce qui va empêcher après certains énarques de diminuer encore plus l'aide sociale, sinon on n'a plus de fusil. Je veux dire, l'oligarque de base, il va comme se dire, bon, avant de tout enlever, avant de transformer un pauvre Suisse en sans-abri, comme ça peut être le cas en France, où on donne 500 euros de RSA à quelqu'un, il va sous un pont pour être alcoolique, puis c'est réglé. Mais les Français ne sont plus armés, effectivement, normalement. Mais on ne fait pas ça à un mec qui est formé à la guerre et qui est armé. En France, il n'y a que les délinquants qui sont armés, d'après ce que j'ai compris, donc ça ne facilite pas les choses. Ça ne facilite pas, mais j'entends, on ne va pas laisser dans la rue dans le désespoir quelqu'un qui a un fusil. On ne va pas enlever le droit d'initiative à quelqu'un qui a un fusil. Tout à fait, ouais. Non, mais ce point-là, de toute façon... C'est pour ça qu'à mon avis, c'est de Rousseau à Jaurès, en passant par Machiavel, enfin tous ceux qui ont réfléchi à la question de ce qu'est une république ont soutenu ce système. C'est clair, le citoyen est armé. Moi, je suis un pacifiste, humaniste, et je pense qu'à terme, l'humanité tout entière va se désarmer. Je suis très optimiste. Bon, c'est peut-être pas de mon vivant, mais le désarmement se fera de manière globale, ou il ne se fera pas. On ne peut pas dire un pays de faire et puis non, bien sûr, c'est clair. J'entends, donc oui, on est assujetti à des attaques des technocrates de Bruxelles, et au niveau interne aussi,
C'est clair que c'est pas évident. C'est ou la paix universelle ou l'équilibre de la terreur, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que j'essaie d'intervenir à mon niveau avec le vote blanc, qui est quand même, en termes de contre-pouvoir, une alternative bien préférable à celle du fusil. C'est mieux de bloquer un système par les urnes que par les armes. D'accord, en fait, finalement, tu es un réformiste, c'est pas si révolutionnaire que ça. J'essaie de réformer, oui, à mon niveau. En fait, je propose des réformes qui consistent à donner plus de pouvoir au peuple pour que lui décide le système qu'il veut, en fait. C'est pas à moi de dire faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut instituer la démocratie. Je dis que c'est au peuple dans son ensemble. Moi, ce que je veux créer, c'est un outil qui permet de proposer des solutions, en fait. Comme cet outil que j'ai pensé, qui s'appelle Modernocratie, qui sera une plateforme internet, interactive et autogérée. Ça peut ressembler à un réseau de torrent, pour les connaisseurs, ou de YouTube. Voilà, on met un projet de loi, pouce vert, pouce rouge, et puis s'il y a assez de pouces verts, on continue, on développe le projet, on le vote à l'interne, puis après on réunit nos moyens pour récolter les signatures. Et l'idée, ça fait un peu penser au vieux système des cahiers de doléances pour les États généraux en France, par exemple, qui a été repris par les Italiens du Movimento Cinque Stelle de Beppe Grillo, c'est-à-dire de plutôt que de poser un programme, poser une structure et construire le programme en fonction des doléances des gens, avec un vecteur qui est Internet, par exemple, pour les recueillir et les mettre à jour. C'est exactement ça, j'appelle ça la démocratie 2.0, une vraie démocratie. Alors ça ressemble pas au modèle latinien parce que les mecs n'avaient pas des iPhones. Non, puis là on parle de la Suisse, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui m'énerve un petit peu dans certaines autres questions mondiales, par exemple sur les révolutions arabes, on a attribué beaucoup de mérite aux réseaux sociaux, alors qu'en fait on s'est aperçu en faisant une petite étude là-dessus que la couverture numérique de ces pays-là était tout à fait moindre que la nôtre et que donc le déclencheur de la révolution n'avait pas pu être là, à moins que ce soit une révolution de classe d'une minorité comme la révolution verte en Iran. Et du coup, sans vouloir faire le ringard, est-ce que les bonnes vieilles méthodes de la rue ne sont pas... elles sont toujours... Est-ce qu'on va vraiment remplacer tout ça par une web démocratie 2.0 ? Moi, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Tout va s'informatiser, passer par des moyens de communication modernes, c'est-à-dire Internet. Oui, je pense que ça, c'est évident. Parce que pour prendre un exemple, en Égypte par exemple, quand les gens ont fait la révolution, c'est une des grandes manifestations qu'il y a eu au Caire et ailleurs, c'est quand Moubarak a fait couper Internet. Donc tant qu'il y avait Internet, les gens restaient chez eux à discuter de politique sur les réseaux sociaux. Une fois qu'il n'y a plus Internet, ils ont fait la révolution quelque part. Est-ce que c'est pas un peu... Non, je relativise beaucoup ce qui s'est passé dans le Maghreb. C'est-à-dire qu'ils ont changé de gouvernement en fait. Il n'y a pas vraiment eu une révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte gigantesque qui a fait tomber un système, enfin qui a fait tomber un gouvernement, mais pas un système. Pour moi, la révolution, elle commence d'abord à l'intérieur d'un individu, dans la conscience. Parce qu'une révolte basée sur l'émotionnel ou bien sur l'instinct de survie, enfin sur le cerveau reptilien, ça casse tout, mais ça n'apporte rien de nouveau en fait. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Maghreb, puis on voit bien dans la situation où ils sont maintenant, j'entends c'est pas vraiment mieux qu'avant. Hein. Moi je dis juste, pour faire la vraie révolution, c'est pas de s'opposer au système actuel, mais c'est de mettre toute notre énergie pour créer un nouveau, et qui va remplacer petit à petit l'ancien. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rue, il n'y a pas besoin de casser, il n'y a pas besoin de détruire, il n'y a pas besoin de juste penser autrement en fait. Et moi, les réformes que je propose au niveau de la masse, je les ai d'abord vécues à l'intérieur. Oui, d'accord. Mais par rapport à certaines votations récentes de ces dernières années, c'est là où j'ai été étonné parce que évidemment, nous on en parle à longueur de journée, on en parle dans nos médias et je me suis aperçu qu'on en parlait beaucoup à l'extérieur, en tout cas dans le territoire européen, parce que par exemple, je ne sais plus exactement de quelle votation il s'agissait, mais la semaine après la votation, des députés étrangers sont arrivés dans le Parlement européen en brandissant le drapeau suisse. Alors que c'était des patriotes qui n'étaient pas du tout suisses, mais qui étaient plutôt des eurosceptiques, voire des europhobes élus, qui d'un coup brandissaient cet étendard étranger, l'étendard suisse, comme une espèce de symbole de liberté, de démocratie, d'insoumission. Et c'est là où je me dis que
peut-être qu'eux ne se rendent pas compte de tous les défauts de notre système parce qu'ils voient ça de l'extérieur, mais il n'empêche que c'est peut-être un phare, comme au 19e, la Révolution française avait pu être un phare pour certains peuples. Je veux dire, la Marseillaise était devenue un hymne international alors qu'elle n'était que l'hymne national. Et au bout d'un moment, ce symbole, cette croix blanche, cette démocratie directe, ce mythe de la Landsgemeinde, aussi mythique soit-il, ils ne sont pas inutiles au niveau de la communication avec nos voisins européens. Non, c'est pas utile, mais j'aime beaucoup la métaphore du phare. C'est d'ailleurs le symbole du logo de l'association Modernocratie qui va proposer cette plateforme. C'est le symbole quoi, de l'association du phare. Quoi. Et effectivement, ce que j'ai dit avant, on n'a pas une démocratie, mais on a un système qui peut y parvenir également, pacifiquement. Et c'est vrai qu'on a le peuple suisse, tout le temps, il a été assez opiniâtre, résistant. Aujourd'hui, on a endormi un peu, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique, ils ne sont pas très nombreux encore. Non, mais sur le plan du système démocratique, on n'est pas endormi, parce que toutes les décisions qu'on prend depuis des années, et de plus en plus, vont dans ce sens de la résistance quand même. Oui, mais c'est 30-40% de la population. Oui, mais je ne pense pas que tu sois pour le vote obligatoire, ce ne serait pas très démocratique. Non, je ne suis pas pour le vote obligatoire, sauf si on le couple avec le vote blanc. Mais c'est vrai que ça changerait. Si on dit aux gens vous êtes obligés de voter, puis on leur dit bah voilà vous pouvez voter blanc aussi, là ça marche. Mais à partir du moment où on va proposer les deux ensemble, l'oligarchie ne voudra plus du vote obligatoire. Voilà. Parce que le fait de ne pas avoir d'avis ou de ne pas vouloir choisir est un droit démocratique. Enfin, moi, ça m'arrive de voter blanc, tout simplement. Surtout pendant les élections. Les votations, il y a quand même des choix, mais dans les élections, mon Dieu, la plupart du temps, les gens qu'on nous propose, c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. Donc, pourquoi on devrait me forcer à prendre le moins pire dans un système qui pénalise l'abstention? On oblige les gens à voter, donc la participation augmente artificiellement, donc ces élus seront plus légitimes. À partir du moment où on va coupler ça avec le vote blanc, ça fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont obliger les gens à aller les éjecter, parce que la plupart des gens, ils ne veulent pas être obligés de choisir. Donc le taux du vote blanc sera supérieur à celui du meilleur des élus, c'est ça que tu dis? Je pense que si on oblige les gens à voter, il y a 70% d'abstentionnistes en élection. Ouais. Hein, si ces 70% sont obligés d'aller voter, ça se passe quoi? C'est vrai qu'assez souvent, au niveau cantonal par exemple, mais aussi à d'autres, on a élu des gens, Conseil d'État par exemple au hasard, ces gens ont réussi à gagner une majorité en leur faveur sur un taux de 30% du peuple. Ouais. Donc ça fait, je sais pas, c'est quoi, 10%, 7%, c'est très peu au final. C'est très peu de légitimité. Les Suisses votent UDC, il y avait une affiche qui disait ça à une époque. Ouais, non, c'est quoi? C'est 10% de 25-30%, quoi. C'est vraiment, c'est rien du tout. Ouais, on peut dégager une majorité, pas grand-chose. C'est rien du tout. Et pour revenir au vote blanc, actuellement, parce que c'est pas... beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ne sont pas considérés dans les résultats. Le bulletin vide, dit bulletin blanc, en fait, il est comptabilisé dans la participation, ça augmente le pourcentage de participation, mais il n'a aucune espèce d'influence sur les résultats de l'élection. Non. C'est-à-dire que si tout d'un coup il y a 99% de vote blanc, quand même quelqu'un qui sera élu. Mais il y aura tout ça en participation en plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent je ne peux pas choisir parmi ces candidats, je ne les aime pas, donc je laisse un bulletin vide. Ce qui ne se passe, c'est qu'il est légitime encore plus alors qu'il ne les aimait pas à la base. Parce qu'il gonfle la participation de cette élection. Oui, c'est vrai, ouais. Donc le taux, la proportion. Mais ça n'a aucune influence. Donc, le projet que je propose, moi, c'est de dire ça compte dans les résultats, c'est un droit de veto populaire. Voilà. Et s'il y a une majorité de vote blanc, ça doit annuler l'élection. Mais d'un point de vue pragmatique, moi ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que le temps, je ne dis pas que le temps n'est pas aux réformes, elles le sont toujours, mais le temps est aussi à la défense, le temps est aussi à la lutte. Et aujourd'hui, ce qui nous menace demain, malheureusement, c'est pas forcément de passer au vote blanc, c'est de passer à un système parlementaire, présidentiel ou plébiscitaire, je ne sais quoi, qui n'a plus grand-chose de commun avec le système actuel, qui, aussi imparfait soit-il, a quand même certaines apparences démocratiques. Et moi, j'ai envie de m'engager pour défendre, par exemple, le droit référendaire, sans gonfler inutilement le nombre de signatures d'ailleurs, la question des initiatives, la démocratie directe pour tout un ensemble de sujets, et le fait que notre droit suisse... que notre droit suisse est priorité sur le droit international et notamment le droit européen. Il y a une initiative d'ailleurs à ce propos-là. Et ça, alors ça c'est plutôt j'avoue que c'est plutôt des combats conservateurs parce qu'on conserve notre système qui est à mon avis meilleur que l'autre, mais ce ne sont pas des droits, ce ne sont pas un combat réformiste ou révolutionnaire dans la mesure où tu l'articules. Et comment conjuguer les deux sans se contredire?
Le référendum d'initiative populaire, il est indispensable, c'est un grand outil dans une vraie démocratie. On l'a, ce droit, on l'a tous. Ce qu'on n'a pas, on a le droit d'initiative en fait, mais ce qu'on n'a pas, c'est le pouvoir d'initiative. C'est-à-dire que récolter 100 000 signatures en 18 mois, ça demande des ressources, ça demande des moyens énormes que très très peu de gens peuvent s'offrir. En général, c'est ce que font les partis, les syndicats et certains lobbies. Voilà, c'est pour ça que ce sont les lobbyistes, les grosses entreprises ou bien les riches. Ou bien, quand il y a vraiment une initiative qui est vraiment citoyenne, il y a toujours quelqu'un derrière qui paye. Et d'après, enfin, moi, c'est des chiffres non exhaustifs, hein, mais en moyenne, une initiative fédérale, ça coûte 3 balles la signature. Du déclenchement. Ouais. Du déclenchement jusqu'à la votation, c'est-à-dire campagne compris et tout. Les déplacements, parce qu'on nous dit à tous qu'on a le droit d'initiative, mais l'État il nous file même pas un stylo. Hein. On doit se démerder. Donc quand on prend ce système suisse où aussi la principale valeur est le travail et qu'il faut bosser 8 à 10 heures par jour, quand est-ce qu'on a le temps d'aller récolter 100 000 signatures? On n'a pas. Donc c'est un droit indispensable. Des samedi matin dans la rue sous la pluie. C'est ça. Non, mais j'entends. C'est 99% des gens qui sont exclus du processus du droit d'initiative. Donc ce droit qui doit être démocratique, il est donné à la plutocratie. C'est l'argent qui détermine le pouvoir de lancer une initiative. Ce qui est un gros problème. En fait. Il faut garder le droit d'initiative, mais il faut donner le pouvoir aussi. Donc bien sûr, il faut défendre le droit de référendum d'initiative populaire, mais il faut qu'on ait les moyens de le faire. C'est pour ça que j'ai imaginé cette plateforme de modernocratie qui rendra accessible à tous ce droit en fait. Parce que la moyenne étant de 3 francs, moi je pense qu'on peut passer en dessous de 5 centimes. Très bien, effectivement. C'est-à-dire que tous les pauvres de ce pays se réunissent autour d'un outil pour mettre ensemble en commun les moyens pour récolter des signatures. Alors dans les autres instruments qui pourraient être mis en branle pour améliorer cette démocratie, il y en a un dont tu parles quelquefois, qu'on retrouve dans certaines parties de l'histoire, notamment dans la commune de Paris, c'est la question de la révocabilité des élus. Parce que l'éligibilité, tout le monde comprend, c'est que chaque citoyen est éligible, parce que ça lui donne, s'il peut voter, il peut être élu, ça va de pair. Mais la révocabilité, de quoi s'agit-il? C'est aussi un contre-pouvoir. L'élection est un contre-pouvoir, et le référendum révocatoire est le contre-pouvoir de ce pouvoir. C'est-à-dire que ça consiste à dire, par exemple, on pourrait dire qu'à mi-mandat, il y a un référendum révocatoire ou un vote de confiance, peu importe comment on l'appelle, pour chaque élu. Vote de défiance. Un vote de défiance où l'élu doit rendre des comptes pour rester en place. C'est tout, et c'est le peuple qui vote. On peut dire que c'est effectivement, moi j'imaginais au niveau du canton de Neuchâtel, par exemple, 1500 signatures ou 1000, peu importe, pour voir comment on institue ça. Pour provoquer un vote de confiance. J'entends regarder par exemple, je reprends l'affaire d'Yvan Perrin, qui a fait une affaire, puis 2 affaires, puis 3. J'entends au bout d'un moment, le peuple, nous on va récolter 100 000 signatures, on veut voter pour savoir s'il reste où il part. Ouais. J'entends, il y a beaucoup de scandales locaux là qui auraient été évités avec un tel contre-pouvoir. On peut même aussi envisager la révocation automatique. Le mec a menti, il dégage. Par exemple. Oui. Automatiquement. On peut envisager ça. Le mec a menti, il a volé dans la caisse, il a fait preuve d'une incompétence énorme. On l'a fait à la chaux de fond dernièrement. Là, il n'y a même pas de vote, c'est automatique. D'accord. Parce que si on lit ça à un agenda, c'est-à-dire au fait le mi-mandat, par exemple le vote de confiance au mi-mandat, est-ce qu'il ne suffirait pas de réduire le temps des mandats? Finalement, si c'est un problème de temps, je veux dire, la France est passée d'un septennat à un quinquennat, c'est peut-être la même logique, je ne sais pas. D'un coup, de dire, on n'est pas prêt à accorder une confiance aussi grande, aussi longtemps, donc est-ce qu'on ne réduit pas le mandat? Mais après, ça alourdit quand même l'appareil administratif. De reprovoquer des élections à tout moment. Je vois pas comment on peut alourdir le système administratif. Là. Il est déjà, il est déjà bien massif. Si tu veux l'alléger, tu supprimes des élections, tu n'en ajoutes pas. Mais bon, pour moi, dans mon idéal, c'est le mandat impératif, pas représentatif qui doit. Voilà, alors justement, venons au mandat impératif. À ce moment-là, c'est le peuple, c'est une assemblée citoyenne qui détermine les projets qui sont à faire.
et on élit au sort des magistrats qui doivent les exécuter. Et ils ont, je sais pas, un mandat à ce moment-là impératif, il dure 1 an, 1 an et demi, et la personne est révocable à tout instant, quoi. Si elle est révocable, si elle ne se tient pas à ce mandat. Si elle ne se tient pas Voilà. à ce mandat, si elle Parce abuse que- de son pouvoir, ou si les gens ils ont plus confiance, ou Parce voilà. que pour rappel, quand même, le principe du mandat impératif, on pourrait le mettre en rapport avec ce qu'on appelle la promesse électorale, c'est qu'un candidat s'engage pour une ligne, un projet, quelque chose de ce genre, et il doit s'y tenir indépendamment, indépendamment en Suisse, on dirait du consensus, parce qu'on a une démocratie basée sur le consensus. Le mandat impératif a été supprimé en 1789 au moment de la Révolution française, parce que la nouvelle culture de démocratie parlementaire, elle visait à rechercher une espèce de consensus à travers un débat constructif entre des forces antagonistes, alors que le mandat impératif ne cherche pas le débat constructif, mais cherche uniquement à être fidèle à la volonté des gens qui l'ont élu pour mener un projet en fonçant tout droit. Disons, Ouais. je C'est sais, ce qui- ouais. c'est à peu près ce qu'il se disait, mais j'entends c'est juste qu'un mandat impératif, le débat il se dépasse plus dans une chambre parlementaire, mais dans une chambre citoyenne. Les gens ils vont se débattre pour savoir quel projet il faut faire, mais c'est les citoyens qui font le débat, c'est pas l'élu qui va faire un débat. Il n'est pas là pour ça en fait. Mais alors, dans ce cas-là, le débat parlementaire n'existe plus. Il n'y a plus de débat parlementaire. Non, Parce il y qu'on- a un on est- débat, il y a des débats citoyens, il n'y a plus que ça, oui, effectivement. Donc au Parlement, les élus font quoi? Ils font du forcing. Ah, ça devient des chambres ils ne négocient exécutives. plus. Il n'y a plus de négociation politique. Hein. Non, c'est des D'accord. exécutifs. Alors bon. C'est plus du législatif. Le législatif revient au peuple. Oui, enfin oui, d'accord. Mais alors, je suis pas opposé. Mais disons, là, je vois une vision de la démocratie qui est quand même beaucoup plus sportive, disons, hein, beaucoup plus. Ah, bah, c'est clair qu'il y a beaucoup Beaucoup d'éducation plus vigoureuse. il y a beaucoup d'éducation populaire à faire avant. Et puis sportive au niveau des élus qui sont dans une lutte beaucoup plus ouverte qu'au temps du consensus et de la négociation entre partis. Bah, c'est-à-dire que l'élu, il n'a plus besoin de se poser de questions là, lui, tu dois faire ce qu'on lui dit, c'est tout. C'est un serviteur, c'est plus un maître. D'accord, ouais, c'est un serviteur, ça permet. Ah, il fait ce qu'on lui dit. J'entends t'es employé dans une boîte, tu fais ce qu'on te dit. Mm. Sans ça, le patron, il te vire. Le mandat impératif, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le patron, ça, c'est hein. le peuple. Et voilà, je t'ai élu. Oui, c'est ce que le dit- sort, c'est t'as ce que été dit. élu par le tirage au sort pour exécuter ça, tu le fais, sinon tu dégages, point final. Quoi. Puis si vraiment t'abuses, on prend des sanctions. Hein. On te met en prison, on te met des amendes. Ça peut aller très loin en fonction des abus qui peuvent être faits par. Mais il faut les encadrer, quoi. Mm. On passe d'un encadrement qui est nul à un encadrement total, quasiment. Oui. En fait, il faut que l'élu ce soit un serviteur. Et aujourd'hui, on a des représentants. Ils sont serviteurs le jour de l'élection, puis le lendemain, ça devient des maîtres. Hein. Mm. On le voit, il y a toute une classe politique qui se Ah oui, crée oui, oui. et qui est un petit peu, voilà. Hein. Alors que ça devrait être. C'est un débat que j'avais beaucoup à l'élection de l'automne dernier. Sur la radio RTN, où M. Clotu disait le canton a besoin de patron, quoi. Enfin, un patron pour le Conseil d'État, quoi. Mm. Puis j'ai dit non, pas un patron. Limite, c'est un directeur, mais le patron, c'est le peuple. C'est pas lui, il faut un serviteur, quoi. Faut pas un patron à ce poste. C'est un peu la remarque que je faisais déjà à l'époque, quoi. Oui, mais c'est la même. D'une certaine manière, en inversant les rôles, c'est quand même la même rhétorique entrepreneuriale. C'est d'ailleurs la même que BP Grillo, soit dit en passant, qui dit justement on vous a engagé pour faire une mission, comme un patron engage un employé. Si vous faites pas votre boulot, on vous vire. Exactement. Mais Mais là, là encore, j'y suis c'est pas opposé. entrepreneurial. Excuse-moi, c'est C'est plus entrepreneurial. entrepreneurial que politique, comme, Mais comme c'est métaphore. entrepreneur- mais Alors, oui, mais peut-être c'est- une métaphore, mais ouais. Mais là, entrepreneurial au service de la démocratie, pas du profit. D'accord. Ouais. C'est une entreprise qui sert à gérer la cité, à gérer la société, pas à faire du fric. Mm. Hein, en l'occurrence aussi, on sépare l'économie de la politique. Quoi. Ah oui, Il faut arrêter parce que faire de la politique soit accessible à tous, par conséquent, et ça devrait être une question de pognon. Voilà. Donc, oui, c'est entrepreneurial, oui, c'est une entreprise, c'est une organisation. Ouais. Mais tout ça est à définir, moi je le dis, c'est un avis personnel, mais tout ça est à définir ensemble. À la limite, il nous faut plus des managers, il nous faut des stagiaires. C'est ça. Comment je vais prendre Ouais, des c'est stagiaires avec des contrats à durée très Voilà, très déterminés. Voilà, c'est des contrats de CDT très déterminés, voilà, t'as compris quoi. C'est comme ça que moi je visualise un peu la vraie démocratie. Et tout ça devient très possible avec justement les technologies actuelles. D'accord, ouais. Mais c'est après pas un peu ces technologies-là,
enfin pour l'instant ça va changer, mais pour l'instant exclut encore une partie de l'opinion publique et de la population? Une minorité, c'est vrai qu'il y a toujours des anciens qui ne se mettent pas à l'internet ou tout ça. Dans une génération, ce sera réglé. Peut-être, ouais. À mon avis, ouais. Après, il serait quand même bien que les institutions démocratiques reposent sur autre chose qu'une base matérielle technologique qui, elle, peut aussi disparaître. Enfin, je veux dire, je vois pas vraiment l'avenir comme une asymptote infinie. Les ressources sont limitées, l'histoire connaît des hauts et des bas. J'ose espérer que même si demain matin une crise énergétique nous prive de ces instruments-là, on puisse garder les instruments humains de la démocratie. Oui, bien sûr. Parce que si ça reposait que sur Internet, ce serait un peu dangereux. Mais disons que Comme Internet Wall Street, est hein, juste un outil. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas de se retrouver. Absolument pas. Voilà. Même ce sera Internet est l'outil qui nous permettra de nous retrouver dans la vraie vie. Modernocratie, ce module-là, dans la première étape, on propose des projets aux membres de l'association qui ont accès au module. Et si le projet plaît, il passe en développement. Et à ce moment-là, on organise des ateliers démocratiques où on va discuter de ça. Je sais, on a toujours un stade pour aller se réunir, hein, si jamais. C'est juste. Ouais. Tout ça est toujours là. On pourra, à défaut d'avoir l'électricité, on aura toujours la rue si nécessaire. Et la démocratie, même si on utilise Internet pour l'organiser, elle sera toujours très locale. Oui. C'est-à-dire que sur le module, un Zurichois n'aura rien à faire sur la page de Châteloise. Donc on reste dans le cadre du fédéralisme. Bien sûr, absolument. D'accord, C'est-à-dire c'est que important, hein. le module sera divisé en 3 parties. Tout ce qui est fédéral, ont accès tous les Suisses membres de l'association. Cantonal, ont accès seulement les membres de l'association, mais domiciliés dans le canton en question. C'est-à-dire qu'un membre zurichois ne pourra pas intervenir sur un projet neuchâtelois. Hein. Et au niveau, bien sûr, communal. Et puis on connaît tous ces tableurs internet, les doodles, les machins. On se retrouve voilà, ce projet est passé à l'interne, donc on va l'organiser, on se retrouve à telle date, puis on met tout sur internet, comme ça les gens peuvent suivre ce qui se passe. Je crois que tout ça est très 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 possible. C'est qu'une question de logistique et de volonté populaire après. Parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut là pour faire ça. Bien sûr, mais quand tu dis qu'actuellement le problème du droit référendaire, c'est qu'il exclut une grande partie de la population parce qu'il demande beaucoup de temps et d'énergie, est-ce que la délibération populaire n'a pas le même défaut? C'est ce que les Athéniens se posaient déjà la question, parce que cette fameuse, je ne sais plus si c'était la Boulay ou l'autre assemblée, mais il y en a une des deux qui était ouverte absolument à tous les citoyens dans les textes. Ensuite, tous n'y allaient pas parce qu'il fallait y aller. Et puis en plus c'était plus centralisé, donc il fallait parfois marcher beaucoup. Il fallait avoir le temps. Et même si on faisait une chose, même au niveau communal où on est sur un petit territoire, on pourrait faire une assemblée populaire dans le stade de la Maladière, ça irait très bien. On pourrait faire assemblée populaire, tribunal populaire, on pourrait même pendre des gens au but, hein, au goal, si le peuple veut revenir à la pendaison. Mais est-ce que les gens vont venir? Parce que là aussi, ça demande. Si les gens, ça leur demande un sacrifice, et ça leur demande un sacrifice, de venir le samedi matin pour recueillir des signatures, parce qu'on a autre chose à faire. Mais les gens, ils sont déjà en train de faire un sacrifice. J'entends, ils sacrifient leur vie pour aller travailler. Ah oui, mais ils n'ont pas le choix. Ouais. Bon, voilà, donc je crois que le sacrifice, le peuple, il le fait déjà. S'il le faisait au service de lui-même plutôt qu'au service du profit, c'est-à-dire au service de la démocratie collective réelle, c'est vrai, oui, mais moins de travail, mais plus de démocratie, quoi. On voit petit à petit qu'on est remplacé par des machines, puis les machines, au lieu de nous libérer du travail, ils nous condamnent au chômage en enrichissant les gros capitalistes, les multinationales et tout ça, quoi. Donc, c'est clair que l'économie, elle s'adapte à la démocratie et pas l'inverse. Hein. Ouais. Parce que sans ça, on tombe sur un problème systémique, effectivement. Oui. C'est à l'économie de s'adapter à la vraie démocratie, et donc à la volonté du peuple. C'est pas l'économie qui doit diriger le peuple, en fait. C'est un problème du système actuel, encore. Voilà, et pour ça, il faudrait pouvoir un contrôle démocratique, non pas sur les décisions politiques uniquement, mais aussi sur la finance. Ça, on n'y est pas. Le suffrage universel, on choisit le meilleur par une liste de candidats, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître de tous. Donc il faut faire une campagne, donc ça coûte de l'argent, et donc il faut la payer, et après on doit des comptes à quelqu'un. C'est comme ça que le pouvoir de la finance peut acheter le pouvoir politique. À partir du moment où le pouvoir politique, on le met entre les mains du peuple, il est plus achetable comme ça. Je ne dis pas que c'est panacée et qu'il n'y aura plus de corruption, mais je pense qu'on va diminuer énormément, 90% la corruption, quoi. Voilà, enfin, je répète, c'est l'économie de s'adapter à la démocratie et pas l'inverse.
Donc le sacrifice d'aller le samedi matin écrire nos propres lois pour les voter nous-mêmes, ben, je pense que petit à petit on va y arriver. C'est une éducation populaire à faire. Oui. Petit à petit, parce que les gens se réveillent massivement aux quatre coins de la planète. Ben, ils éteignent la télé, ils vont sur internet, ils arrêtent de croire tout ce qu'on leur dit aveuglément. Petit à petit, ça fait son chemin. C'est pas pour rien que le 28 septembre dernier, j'entends la campagne du vote blanc, j'étais très malade encore à ce moment-là. J'avais 300 balles, j'avais quelques militants occasionnels, enfin 11% quoi. Oui, non, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est pas la qualité de la campagne qui fait que, c'est la solidité du projet, les gens s'y intéressent. On dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et c'est vrai qu'habituellement, les gens qui élisent encore ou qui vont voter, c'est plutôt le 45-60 ans. Mais si je vais voir les analyses de visite du site du vote blanc, 70% des visites, c'est 18-35. Ah oui. Ouais. Les jeunes ne se désintéressent pas à la politique, les jeunes se désintéressent des politiciens. C'est pas tout à fait la même chose. Non, pas du tout. Ouais. Mais il y a un réveil collectif qui est en train de se faire en fait. Et j'essaie de contribuer à créer un système qui est prêt à accueillir les gens qui se réveillent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes dans la tête, ils savent penser eux-mêmes ce dont ils ont besoin, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement paternaliste et moi je peux écrire mes lois quoi. Et je suis capable de les voter en assemblée. Mais voilà, c'est une autodiscipline, c'est une autogestion, c'est un système qui est horizontal. Hein, c'est plus une pyramide verticale. D'accord. Il n'y a plus de chef, il y a peut-être des leaders, mais pas des chefs, il n'y a plus de patrons, il n'y a plus de. Enfin, voilà. Ouais, ben on arrive au bout là, je sais pas, tu vas ajouter quelque chose. Hein. Oh bah non, ça va. Hein. Il me semble que je dis l'essentiel. J'étais moins grossier que d'habitude. Ben oui, ça dépend des jours. Hein. Ouais, j'ai un peu de barre, putain, c'est le soleil. Maintenant on l'a plus, mais avant, ouais. Non, bah ouais, on va voir comment tout ça évolue. De toute façon, le combat a déjà commencé, forcément. Et tout l'équilibre de ce combat, ce sera de pouvoir en même temps marcher sur nos deux pieds, c'est-à-dire un pied pour la réforme, un pied pour l'amélioration de notre propre système, ce que je comprends tout à fait, mais aussi un pied pour la conservation de ce système face aux attaques de l'extérieur, parce que ça, c'est une urgence. Que ce soit dans les débats sur les accords bilatéraux, sur la libre circulation, sur la prééminence du droit international, on est vraiment, il y a des choses à défendre et améliorer, mais pour pouvoir sauver quelque chose, il faut déjà que cette chose-là reste et ne régresse pas. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être ça en fait la révolution conservatrice dont on parle tellement, c'est à la fois être conservateur et révolutionnaire pour pouvoir sauvegarder et améliorer la démocratie réellement directe.